c'est Groll. Tire. Dépêche-toi. Tire-lui, c'est Groll. Lorsqu'en novembre 2011, le magazine Empire posa la question au réalisateur John McTiernan de définir le tournage de Last Action Hero, il dit, je cite, « Ce fut la pire expérience de ma vie ». John McTiernan, qui dut surmonter un costume défectueux et un tournage en pleine jungle pour Predator, qui fut viré par Michael Crichton lors du montage du 13e guerrier, qui connut les pires pressions durant la réalisation de Rollerball, et qui venait tout juste d'être condamné à 1 an ferme dans l'affaire Pellicano, dit quand même, ce fut la pire expérience de ma vie. Et attention, j'adore ce film, je le défendrai toujours bec et ongle, mais je me dois d'être un minimum objectif. Alors asseyez-vous et écoutez tranquillement la belle histoire d'une production faramineuse, le Cléopâtre des années 90 sur fond de navettes spatiales et de dinosaures. Voici l'histoire de Last Action Hero. Tout débuta en mars de l'année 1991 lorsque 2 scénaristes en herbe, nommés Zach Penn et Adam Leff, étudièrent la majeure partie des films d'action des années 80 afin d'en créer une parodie à la manière des Top Secrets ou autres Y a-t-il un pilote dans l'avion. Alors déjà un scénariste qui s'appelle Penn c'est rigolo, mais de plus c'est le mec derrière les succès de Electra, X-Men 3, Inspecteur Gadget, le Hulk de Le Terrier, enfin voilà un peu pour vous situer le bonhomme. Et Adam Leff il a fait Biodome, et puis plus rien après. Puis après mars, 7 mois passèrent et le duo accoucha d'un script intitulé Extremely Violent d'abord et The Last Action Hero ensuite, racontant l'histoire de Danny Goldman, un adolescent fanatique de films d'action se retrouvant soudain propulsé dans l'univers d'un film, aux côtés de son héros Arno Slater, à cause d'un pistolet de porcelaine confié par le diable. Ouais, comme pour Beetlejuice, le scénario de base diffère un peu légèrement du produit fini. Scénario que j'ai lu d'ailleurs. Dedans, le projectionniste devient le méchant du film, Arno Slater est un héros débile prononçant « je reviendrai toutes les 2 minutes », le début du long métrage commençait par une séquence dans un centre commercial ressemblant quasiment trait pour trait à la scène dans Commando. Bref, comme tout projet de Zach Penn, il y a de bonnes idées mais c'est pas concluant. Cependant, le duo ne se débina pas et en moins d'une semaine, le scénar fut accepté par le producteur Steve Roth à Columbia. Steve Roth dont ce fut le dernier film. Et au passage, le duo envoya un autre script avec un rat géant qui ravageait Central Park. Ça n'a pas été pris, étrangement. Et le 7 novembre 1991, Columbia acheta The Last Action Hero pour 100 000 $, avec une promesse de 350 000 $ pour le duo si le film se faisait. Steve Roth se tourna alors vers Arnold Schwarzenegger, le seul acteur de film d'action n'ayant pas fait un bid cette année. Mais si Schwarzy trouve le concept de base intéressant, le scénario est pour lui très mal exécuté. Le fait que le gamin fût âgé de 15 ans lui rappelait Terminator 2, le personnage d'Arno était trop peu construit et de ce fait, il préféra se concentrer sur un autre projet qui lui tenait à cœur. Eh ouais, Schwarzenegger aurait dû tourner en 92-93 La Fée des Dents, et donc ce film se serait placé dans sa filmographie entre Terminator 2 et True Lies. Il a bien fait de refuser. The Rock aurait dû se méfier. Et de ce fait, la Columbia fit alors ce qu'on faisait toujours dans ces cas-là, engager une superstar de l'écriture pour une somme démentielle afin de convaincre l'acteur de rester. Et c'est ainsi que Sean Black, qui venait tout juste de vendre son script du Dernier Samaritain pour 1,75 million de $, et qui avait fait la fortune de la Warner avec son arme fatale, se vit proposer 1 million de $ pour réécrire The Last Action Hero. Du million, Black fila alors 250 000 $ à son ami David Arnott afin de l'aider sur le projet, avec toujours la participation de Zach Penn et Adam Leff à l'écriture. Ce qui est extrêmement rare dans le milieu, Zach Penn devait être heureux. Non, parce que normalement, quand on confie ton scénario à un autre, t'as plus le droit d'y toucher, c'est mort. Évidemment, les discussions devinrent de plus en plus houleuses, jusqu'à ce que Sean Black, énervé, raccrocha un soir à la gueule de Penn, mettant fin à la collaboration entre les 4. Et depuis, Zach Penn l'a un peu mauvaise et gueule sur tous les toits que Sean Black a massacré son bébé. Mais pour avoir lu son script, c'est un peu de la merde. Non, par exemple, juste... Dedans, t'as l'homme de main, c'est plus Bénédicte, là c'est 2 jumeaux qui sont belges, qui s'appellent les Frères Lumière, et leur prénom, c'est Jules et Jim. Jules et Jim Lumière. Sérieux mec, sérieusement quoi. Et de la merde, c'est également ce que pensa le réalisateur John McTiernan lorsqu'on lui proposa le scénario à la base. Mais à la vision du script de Black, il changea d'avis, avec une réserve cependant. En accord avec Arnold, il fallait changer le dernier tiers et donner de l'épaisseur au personnage. En effet, Black et Arnott avaient gardé l'idée de faire du projectionniste le diable, et le film se concluait au retour de Danny dans le monde réel, avec les murs du cinéma qui pissaient du sang, si c'était pas très joyeux. Et de ce fait, Schwarzy conseilla à Columbia de filer le script à William Goldman, l'auteur du génialissime roman Princess Bride, ainsi que du film, de aussi l'autre génialissime roman Marathon Man, ainsi que du film, qui avait également scénarisé Misery, Les Hommes du Président, et qui avait également réécrit Jumeaux pour Schwarzy. Autant dire un cadre dans la profession.
Goldman modifia entièrement la fin du film en y ajoutant toute la seconde partie dans le monde réel, ajouta une relation paternelle entre Danny et Jack, et surtout transforma l'homme de main Benedict en vrai méchant du film. Salut, Toutou. Avec Goldman à bord, empochant 1 million également, Schwarzenegger et McTiernan donnèrent leur accord, et en août 1992, enfin, une version définitive du script émergea, étant également passé entre les mains de Larry Ferguson, aussi le scénariste d'Alien 3 et d'Highlander, pour quelques répliques, et surtout de Carrie Fisher. Ouais, la princesse Leia elle-même écrivit les personnages féminins. Last Action Hero avait désormais de bonnes fées sur son berceau, rien ne pouvait obscurcir l'horizon. Il est à Cannes, mais le festival, il s'en soucie surtout pour lancer ce qu'il annonce déjà comme le film le plus populaire de l'histoire du cinéma. Pas seulement acteur, mais producteur exécutif, son attaque se déroule selon un plan minutieusement réglé qui ignore les débordements. Ah, et au passage, Shane Black fut dégagé du projet. Et c'est ici qu'arrivit, comme une mouche sur le potage, le génialissime Mark Canton. Mark Canton, c'est le président de Columbia Pictures, qui dégagea au passage l'implication du producteur Steve Ross dans le projet, notamment à cause de suspicions de détournement du budget du film au profit de prostituées. Enfin, ça n'a jamais été prouvé, mais j'aime bien le croire. Mark Canton, qui fut également responsable des très mauvaises décisions marketing de disjoncté, misa énormément sur ce film. Signa un deal avec Burger King, fit produire des jouets Mattel, un énorme album de musique par Sony Records parce que Columbia appartient également à Sony, des jeux vidéo, et veut faire de Last Action Hero le début d'une énorme franchise juteuse, et tout en annonçant une suite possible en 1994, alors que le film n'est même pas encore tourné, il pose la date du 18 juin 1993 pour la sortie du long métrage, soit moins de 10 mois après le début de la production. Or, 10 mois, c'est bien trop court pour en faire quelque chose de parfait. Le script a encore des soucis et toute cette grosse publicité ajoute de la pression. Canton vise trop gros, trop vite, trop fort. Les rumeurs parlent de scènes retournées à moins de 3 semaines de la première à cause de projections tests catastrophiques. Pour McTiernan, il manque un mois pour fignoler. La majeure partie des scènes d'action sont casées directement telles quelles dans le film, quasiment en tournée montée. Mais rien n'y fait, Mark Canton veut son 18 juin. Le budget explose. Des 90 millions du film, dont 15 juste pour le salaire de Schwarzenegger, il faut rajouter le marketing gargantuesque. Non seulement des rumeurs parlent d'une bande-annonce à 700 000 $, mais de plus il faut compter la présence d'un immense ballon gonflable en plein Times Square, représentant Arnold Schwarzenegger tenant un bâton de dynamite érigé 3 jours seulement après l'attentat du World Trade Center de 1993. Le ballon est dégonflé et un nouveau est commandé. Dans ce marketing délirant, Schwarzy refait faire des affiches car il estime que ses cheveux étaient pas assez gonflés. De plus, le studio ne sait pas s'il doit promouvoir le film à destination des enfants ou pas. Danny apparaît puis disparaît de l'affiche. Et enfin, dans un soupçon de terminer en grande mégalomanie, tel Zorglub écrivant Coca-Cola sur la Lune, Mark Canton annonce en grande pompe que ce film sera le premier à avoir sa publicité dans l'espace. Pour 500 000 $, une immense affiche pour Last Action Hero avec un numéro de téléphone à appeler est imprimée sur le côté de la navette Columbia. Et à cause du retard, la navette partira 2 mois après la sortie du film. On estime à 27 millions le coût de marketing du film. 27 millions! Et finalement, après des mois de pression intense, le film est prêt à sortir. Tout est mis en branle pour la célébration de l'avant-première et Last Action Hero est enfin projeté pour la première fois le soir du 11 juin 1993, soit quelques heures après Jurassic Park. Et le film commence par une baffe dans la gueule. Non, littéralement. Mais pourquoi ? Non, en vérité, tel James Bond faisant exploser je ne sais quoi dans Goldfinger, ou Indiana Jones retournant les cendres de Nourassi au début du Temple du Péril, le film débute par la fin d'une toute autre histoire commencée hors caméra, réalisée comme s'il s'agissait d'un climax d'un autre film ayant débuté alors qu'on n'était pas encore installé dans la salle. Sauf que cette fois-ci, au contraire d'un James Bond ou d'un Indiana Jones, le film commence véritablement par la fin d'un autre film. Autre film que Danny était en train de visionner dans la salle du cinéma Pandora. Pandora parce que Pandore, la boîte, tout ça. Et à la différence de la scène d'ouverture du scénario original, qui n'était en vérité qu'une scène d'action toute quelconque, ici Shane Black, aidé par la mise en scène de McTiernan, tente de nous caler le maximum de clichés hollywoodiens en même pas 6 minutes. Le fait que ça se déroule à Noël comme quasi tout film de Shane Black. Ça, pour une nuit de Noël, c'est une nuit de Noël, bonjour le réveillon. Check. L'arrivée badass du héros, bottes en croco à l'avant à la manière de Michael Douglas dans La poursuite du diamant vert, et cigare à la bouche à la manière d'Arnold Schwarzenegger en fait. Et qui s'appelle plus Arnaud comme dans le script, mais Jack cette fois-ci. Parce que 70% des héros de films d'action s'appellent Jack ou John.
ou James si t'es anglais. Ajoutons également le non-respect de l'autorité avec en outre un caméo inutile mais tellement bien placé de Tina Turner. Suffit de m'écouter. Je sais que nous avons eu quelques frictions, mais l'adjoint du gouverneur est là et... Écoutez-moi. Quand le gouverneur sera là, prévenez-moi. Check. Une phrase débile avant de taper un mec. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Check. Une photographie à base de lampes dans la gueule. Et enfin, le climax du méchant tenant en otage un membre de la famille du héros, en l'occurrence ici son gosse, interprété par Ryan Todd, qui n'a jamais eu beaucoup de chance dans les films un peu quand même. Check. Et imaginez donc qu'en 1993, le coup du méchant qui tient en otage la femme du héros, sa fille ou son fils, c'était déjà ringard. Hein. Je dis ça, je dis rien. Le tout en ajoutant quelques gags bien sympathiques pour bien montrer aux spectateurs que nous sommes dans une comédie, hein, comme la profusion de voitures de flics, que je sais même pas comment ils ont réussi à sortir de leur voiture, hein, parce que t'as visiblement pas la place d'ouvrir les portes, ainsi que cette blague qui me fera toujours rire. T'as qu'un seul pétard, Jack? Tu veux rire? Et pour le fun, le lieutenant noir bourru du film est interprété par Frank McRae, qui jouera exactement par coïncidence le même rôle dans Alarme Fatale quelques mois plus tard. Si tu laisses tomber, tu n'auras plus qu'à aller planter des choux. Et si par ta faute on a des problèmes, ton pantalon va être ça avec tes figues. Est-ce que c'est clair? C'est clair, mais le pantalon et les figues, ça non. Alarme Fatale qui est également une parodie d'un scénario de Sean Black, et qui s'appelle ici le lieutenant Decker, en référence à Fred Decker, le réalisateur de Robocop 3, qui est sorti aussi la même année, où t'as Sean Black qui joue dedans, et qui avait également réalisé le sympathique Monster Squad sur un scénario de Sean Black aussi, avec Tom Noonan qui jouait la créature de Frankenstein. Tom Noonan que vous connaissez sûrement puisque c'est le type qui est en train de prendre en otage le fils de Slater dans ce film. Le monde est petit. Et c'est après cette charmante introduction que nous découvrons donc Danny Madigan, interprété par Austin O'Brien, qui n'a rien fait d'intéressant depuis, et qui nous est montré dans le film comme un gamin rêveur. Ami avec Nick le projectionniste, à l'époque où il n'était pas encore glauque de voir traîner un gamin avec un vieux monsieur, et trouvant refuge dans les films d'action en cherchant en Slater une figure paternelle perdue depuis la mort de son père, et tentant de combler l'absence de sa mère, obligée de cumuler les petits boulots pour subvenir à leurs besoins. Et pour une fois, le passage à l'école n'est plus une sempiternelle occasion de nous montrer le jeune héros traumatisé par une bande de branleurs, mais juste une vanne issue du premier scénar où Tamis Daisy sans son chauffeur qui nous présente un extrait du Hamlet de Sir Laurence Olivier, avec Danny qui se met à fantasmer Schwarzy dedans, le tout tourné dans les décors du Dracula de Coppola. Et j'adore cette réplique. Retiens ta main, mon doux prince. Moi d'où tu veux rire? Et ce ne sera qu'au bout de 15 minutes, soit une éternité pour un film d'action, que l'on découvre enfin le MacGuffin, à savoir ici le fameux ticket magique permettant la traversée des mondes. Minute, papillon. Tu n'oublies pas quelque chose? Ouais, je vous rappelle que Nick était le diable à la base. Il a dit ceci est un ticket magique. Il m'a été donné par le plus grand magicien des Indes, qui le tenait lui-même du plus grand magicien du Tibet. C'est un passeport pour un autre monde. Et après une blague de Schwarzenegger mettant son pote bodybuilder Franco Colombo en tant que réalisateur de Slater 4, ainsi qu'une autre fameuse récurrence de Sean Black, à savoir un plan en hélico sur une splendide maison de Los Angeles, dans le film débute enfin, et nous découvrons nos deux antagonistes dont Anthony Quinn en mafieux sicilien, ainsi que Charles Dance en Benedict, le tueur majordome à l'œil de verre, qui devait être joué par Alan Rickman à la base. Alors oui, je sais, au début ça fait un peu chier, mais après je me dis que ça aurait peut-être fait un petit peu trop. Tu comprends la plaisanterie? Monsieur Bénédicte est capable de t'assaisonner à la sauce Begriche. Grébiche, espèce de gougnafier de Sicilien. Puis, suite à l'explication du plan de Tony Vivaldi et la découverte du cousin Frank par Slater et l'explosion qui s'ensuit... C'est une bombe! Que je comprends pas pourquoi il cherchait à tuer ce dernier, s'il voulait qu'il colporte une rumeur, mais bon, au moins, t'as une référence à l'arme fatale. À 2 jours de la retraite. Nous assistons enfin à une poursuite en bagnole où les méchants sortent d'une caisse Acme une dynamite pour la balancer sur Slater et qui atterrit dans la salle de cinéma où est tranquillement installé Danny.
Et maintenant, si vous n'avez jamais vu Last Action Hero, eh ben je vous dirais, sérieusement les mecs, ça fait plus de 20 ans, il serait peut-être un petit peu temps de s'y mettre. Non, parce que là, je vais spoiler allègrement. Hein. Parce que ce qui fait en vérité le génie de cette histoire, c'est justement tous les va-et-vient entre le monde fictif de Slater et le monde réel de Danny, qui n'est pas notre monde réel à nous, hein, puisque déjà, il existe un ticket magique permettant de traverser les écrans et que, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que ça existe dans notre monde. Mais de plus, dans ce monde, Schwarzenegger est le héros d'une série de films d'action nommés Jack Slater. Films d'action que, personnellement, j'en avais jamais entendu parler hein, jusque-là. Sonia Blade, alias Bridget Wilson dans la vraie vie, s'appelle ici dans cette réalité Meredith Caprice et joue la fille de Slater nommée Whitney. Il va sûrement me dire qu'il adorait ta prestation dans Autant n'emporte le vent. Non, c'est son tout premier rôle. Non, elle avait joué Ginger dans Sauvé par le Gong auparavant, mais oui, effectivement, il s'agissait de son premier rôle sur grand écran. Et enfin, n'oublions pas que même le cinéma Pandora, censé se situer à New York, est en vérité situé à Los Angeles et s'appelle le cinéma Orpheum, qui, pour l'anecdote, est également le lieu où Barton Fink monta sa pièce de théâtre à succès, où à l'avant-première de Plan 9 from Outer Space dans le film Ed Wood, et où à l'ouverture de The Artist. Donc en fait, la réalité de Danny, c'est une surréalité, hein, si on veut. Mais ça ne s'arrête pas là. Car John McTiernan s'est amusé justement à rendre la frontière floue entre le monde de Danny et le monde de Slater. Puisque si la compagnie fictive Acme est à la fois le fournisseur d'explosifs des méchants du film, ainsi que du Coyote, des dessins animés de la Warner, que l'on voit là lors de la transition entre le rêve d'Hamlet et le retour à la réalité, à travers ici aussi une explosion, comme quand Danny est projeté dans le film, mais on retrouve également un Acme géant lorsque Danny se balance sur la gargouille dans le monde réel. Ce qui fait que même dans le monde réel, en fait, nous sommes toujours dans un film. Un film donc où les méchants ne peuvent toujours pas gagner, et si au début on tente de nous faire croire que ce monde-là n'a pas du tout les mêmes règles que le monde de Slater... Dans notre monde à nous, les truands sèment des indices. Mais on n'est plus dans ton monde. Ou alors, tout d'un coup, ils se pointent, ils essaient de m'enlever. Non seulement Danny tombe comme par hasard sur Benedict, non seulement Slater est capable d'arracher une porte de taxi à main nue, alors qu'avant pour briser une vitre c'était galère... Merde! C'est extrêmement douloureux. Et surtout, il tombe sur l'indice ultime permettant de savoir où Benedict se trouvera. Et c'est génial du coup, parce que de ce fait, la réalité de Danny devient un film d'action des années 80, à la Terminator 1, tout en sombre et sérieux avec le même commissariat glauque, tandis que le film Jack Slater 4 se rapprocherait plus de l'univers rutilant des années 90 à la Terminator 2, avec d'ailleurs exactement la même scène que Terminator 2 lors de la poursuite. Et pour comprendre les différences entre les années 80 et les années 90, suffit de se mater L'Arme Fatale 2 et L'Arme Fatale 3, pour vous en faire une idée. Il y a une légère différence de ton entre les deux. Et en plus du jeu sur les différentes réalités fictives, et le rapport avec la magie du cinéma, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il est magique le ticket, le film se permet en outre de montrer, lors de la géniale séquence de l'avant-première de Slater 4, située dans le monde réel, la représentation exacte de tout le côté démentiel régnant autour de Last Action Hero, le film à nous là qu'on est en train de regarder dans la réalité à nous. C'était épatant. On y voit le fameux Schwarzy gonflable, Arnold est en pleine caricature de lui-même faisant la promotion des Planet Hollywood, ces fameux restaurants annoncés en fanfare au début des années 90 marquant la collaboration entre Bruce Willis, Schwarzy et Stallone et qui feront faillite 2 fois quelques années plus tard. Je veux dire qu'une telle réussite, on ne voit ça qu'en Amérique. Je dirais qu'on ne voit ça qu'à Hollywood, oui. C'est d'ailleurs en parlant d'Hollywood, le Planet d'Hollywood, mon restaurant, a la joie de proposer au public un musée du cinéma. Ouais, par exemple, sur les 100 restaurants qui étaient ouverts à cette époque, aujourd'hui, il n'y en a que 8 qui tiennent debout. Et Slater a cette phrase magnifique. Écoute, je n'aime pas du tout ce que tu es. Tu ne m'as jamais fait que du mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la vraie vie. C'est formidable! Et le soir de la véritable avant-première, l'ambiance était moribonde. Personne ne savait réellement ce qu'il venait de voir sur grand écran. De plus, Jurassic Park venait de sortir quelques heures plus tôt et allait révolutionner le blockbuster pour les années à venir. Last Action Hero n'était pas encore sorti que déjà il appartenait au passé. Un passé révolu d'un Hollywood en roue libre. La presse s'en donnait à cœur joie, les dinosaures avaient bouffé Schwarzenegger et s'amusèrent à noter l'ironie de la scène où Slater termine dans le goudron entouré de gros dinos. Et en fin de compte, je pense que, même sans la sortie de Jurassic Park, le film se serait planté quand même. Oui, parce que le film n'est pas exemple de défaut. Tu as par exemple le sacré vice de Sean Black à toujours utiliser un personnage pour nous expliquer les blagues. C'est pas vrai d'être aussi idiot, tu as commis l'erreur classique des films de gangsters. Tu donnes trop d'explications, tu perds du temps. Bon, bien que c'était déjà présent dans le scénario original, mais quand même, t'as certaines scènes d'action qui sont montées à la va-vite par manque de temps, avec des erreurs de raccord, bon, peut-être fait exprès, mais bon, sérieusement, ça passe, surtout pour ce gag en arrière-plan. Mais en fait, le petit problème du film vient, pour moi, de la cohérence de l'univers de Slater, surtout à cause de la scène du commissariat. Non, parce que, ok, la blague de base, c'est que cet endroit semble être le lieu où se recoupent tous les autres films. C'est pour ça qu'on a le desk là qui forme des duos improbables. Rose, vous faites équipe avec le rabbin.
C'est pour ça que l'endroit est en vérité le hall de Sony, dans la vraie vie. C'est pour ça que tu as Catherine Tramell, ici, là. Et surtout le T-1000, là, bien qu'il n'a rien à faire ici, hein, parce que dans cet univers, le T-1000, bah, c'est toujours un personnage de fiction, hein, je le rappelle. Il est fantastique, il n'a jamais été meilleur que dans ce film. Non mais dans ce film, c'est toi qui joues. C'est toi Terminator, c'est pas lui. Et moi, ce qui me dérange, c'est pourquoi Danny n'a jamais vu ce lieu dans les autres Slater, ou alors est-ce qu'il ne montre qu'à chaque fois que le bureau du lieutenant Decker? Qui a choisi d'habiller le casting féminin ainsi, avec les soutifs métalliques, là, les culs chromés et les bouées gonflables un peu partout, et surtout... Ce chat de dessin animé, là, d'où il sort, celui-là? Oui! Que branle Moustache ici? Je veux dire, est-ce que c'est un personnage récurrent dans la saga des Slater, ou dans ce cas-là, Danny le reconnaîtrait? Tu écoutes un peu ce que je dis. Un chat de dessin animé vient d'entrer dans votre commissariat. Ouh! Et il sera encore là demain, on ne va pas passer le réveillon là-dessus. Ce chat est un des meilleurs hommes. Ou est-ce que c'est un personnage issu d'un autre film? Mais dans ce cas-là, pourquoi n'a-t-il jamais eu d'autres films sur sa gueule? Et pourquoi Moustache, doublé par Danny DeVito en VO, a-t-il une incidence sur le scénario de Jack Slater 4 en Deus Ex Machina, là, plusieurs scènes plus loin? Est-ce que Nick, il a vraiment dormi tout le long? Et comment il a pu rencontrer Sitting Bull puisque ce dernier est décédé en 1890? Mais tu sais, après, il m'a emmené en coulisses et j'ai rencontré Sitting Bull. Et comment Harry Houdini s'est retrouvé en possession d'un ticket de cinéma donné par un magicien tibétain, puisque le cinéma n'existait pas encore au Tibet à la mort d'Harry Houdini? Ou alors, est-ce que c'est un ticket d'autre chose dans ce cas-là? Je me pose quand même la question de savoir pourquoi personne n'a jamais voulu l'utiliser avant, puisque pour l'activer, il faut le déchirer. Ou alors Nick, c'est toujours le diable en fait. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Et n'oublie pas, à l'instant où tu auras fini, ton âme m'appartiendra pour... Mais bon, je chipote, et si l'on nommait tout ça, Last Action Hero reste quand même un excellent divertissement. Avec un casting de malade, des excellentes scènes de bravoure, un méchant impeccable, un scénario qui change en plein milieu du long métrage, 2 films en 1 et une VF qui déchire. Eh oh! Je viens de tuer quelqu'un et c'était complètement prémédité. Je disais que j'ai abattu un homme à dessein et que je souhaite faire des aveux complets. Tu vas bientôt fermer ta gueule. Oh bravo.